En 1984, dans une salle fermée du musée du Prado à Madrid, un restaurateur britannique travaillait sur le tableau le plus intouchable d'Espagne. Son nom, John Briley, chef du département de restauration du Metropolitan Museum of Art de New York. Derrière les portes, la polémique montait. On l'accusait d'avoir osé toucher au cœur même de la peinture espagnole. Un jour, des cris éclatèrent dans le couloir. Des professeurs et des étudiants exigeaient qu'on arrête immédiatement la restauration. Briley crut qu'on venait le lyncher. Qu'est-ce qui se cache dans ce tableau pour provoquer une telle hystérie nationale? Regardons-le ensemble. Au premier coup d'œil, c'est une scène banale. Une petite fille en robe blanche, entourée de servantes, un peintre à gauche, un chien endormi au premier plan. La princesse Marguerite Thérèse, 5 ans, reçoit de l'eau d'une dame d'honneur. Velázquez, debout derrière une immense toile, tient sa palette. Scène ordinaire de la vie à la cour des Habsbourg, en 1656. Mais voilà, si c'est si ordinaire, pourquoi ce tableau a-t-il rendu fou Michel Foucault, le philosophe qui a réécrit notre façon de penser le regard? Pourquoi Picasso s'est-il enfermé dans son atelier de Cannes en 1957 pour peindre 58 variations sur cette seule image? Pourquoi Luca Giordano, le grand maître du baroque napolitain, l'a-t-il appelé la théologie de la peinture? Parce que ce tableau n'est pas ce qu'il prétend être. Et la clé de tout, le secret que Velázquez a dissimulé en pleine vue, est un petit rectangle flou sur le mur du fond. On y reviendra. Commençons par ce que la plupart des visiteurs voient en entrant dans la salle. On pense que Velázquez peint la princesse Marguerite. La fillette est au centre, elle est lumineuse, elle regarde vers nous. Lecture naturelle. Mais la composition résiste à cette lecture. Regardez la direction du regard du peintre. Il ne regarde pas la petite fille sur sa droite. Il regarde droit devant lui, perpendiculairement à la surface de la toile, c'est-à-dire directement vers vous. La princesse Marguerite regarde dans la même direction. La dame d'honneur, Isabelle de Velasco, figée dans une légère révérence, regarde dans la même direction. La naine, Marie Barbola, visage impassible et frontal, elle aussi regarde dans cette direction. Tous regardent quelqu'un qui se trouve là où vous êtes assis en ce moment. La première conclusion semble évidente. Velázquez ne peint pas l'infante. Il semble peindre ceux qui se tiennent à notre place, Philippe the Fourth et Marianne d'Autriche. C'est la lecture qui a fasciné des générations de spectateurs. Nous serions installés, sans le savoir, à la place du roi. Mais chez Velázquez, l'évidence est souvent un piège. Cette lecture rassure. Mais elle laisse de côté le geste le plus audacieux du tableau. Car en 1656, Antonio Palomino, le premier biographe qui raconta la légende de cette toile, 68 ans après les faits, affirma qu'il s'agissait d'une scène spontanée, la princesse rendant visite à son père pendant qu'il posait. Mais cette version ne résiste pas non plus. Il n'existe aucune preuve que Philippe the Fourth et Marianne aient jamais posé ensemble pour Velázquez. Et l'étiquette de la cour espagnole interdisait précisément ce genre de rassemblement familial informel. Ce que nous voyons n'est pas un moment spontané. C'est une mise en scène calculée avec une précision d'horloger. Et ça, c'est seulement le début. Maintenant, regardez le premier plan. La dame d'honneur, Maria Agustina Sarmiento, tend à la princesse un petit plateau en argent. Dessus, un minuscule vase en argile rouge. Le geste semble anodin, de l'eau pour la petite fille. C'est sans doute ce que les visiteurs du Prado se disent depuis 200 ans. Sauf que ce vase mérite qu'on s'y arrête vraiment. Ce búcaro vient de Guadalajara, au Mexique. C'est une argile poreuse qui parfumait l'eau à la cour d'Espagne. Ça semble innocent. Mais les chroniques de l'époque, les mémoires, les poèmes de Lope de Vega lui-même documentent une pratique qui nous paraît aujourd'hui stupéfiante. Les aristocrates espagnols mangeaient littéralement ces vases. La bucarofagia, la consommation de ces argiles, était une habitude aristocratique documentée à la cour de Madrid au XVIIe siècle. Les dames arrachaient des éclats de ces poteries et les ingéraient. L'argile perturbait la circulation sanguine, provoquait l'anémie, des obstructions intestinales et parfois la paralysie. On lui attribuait aussi des effets sur le teint, une pâleur cadavérique très à la mode, et des effets sur l'humeur que les contemporains décrivaient sans toujours les comprendre. La voyageuse française Madame d'Aulnoy, qui visita Madrid à cette époque, décrivit avec stupéfaction ces aristocrates qui grignotaient leur vase avec la même nonchalance qu'on croquait un biscuit. En tendant ce vase à une enfant de 5 ans, Velázquez inscrit discrètement dans la toile l'atmosphère d'autodestruction qui régnait à cette cour.
Ce n'est pas de l'eau. C'est un portrait de l'Empire en train de se consumer lui-même. Mais voici la question qui structure tout le reste. Pourquoi Velázquez s'est-il peint lui-même dans cette scène royale? On croit souvent que c'est un geste modeste, une petite signature d'artiste, à gauche, un peu dans l'ombre. Cette lecture rassure. Mais elle laisse de côté le geste le plus audacieux du tableau. Pour comprendre le vrai scandale de cette image, il faut savoir ce que représentait un peintre en Espagne en 1656. Les peintres étaient imposés comme des artisans, comme des cordonniers, comme des menuisiers. La loi espagnole ne faisait aucune différence entre un génie de la peinture et quelqu'un qui fabriquait des chaises. Velázquez avait passé des années à tenter d'entrer dans l'ordre de Santiago, un titre de chevalerie qui lui aurait permis d'effacer ce stigmate. Le Conseil des ordres avait résisté, menant des centaines d'interrogatoires pour savoir s'il avait jamais vendu ses tableaux comme un vulgaire commerce et si sa lignée contenait une impureté de sang. Ce titre, Velázquez ne l'obtint qu'en 1659, 3 ans après la création de ce tableau, après une dispense du pape Alexandre de Cévennes, obtenue grâce à l'intervention de Philippe the Fourth lui-même. Regardez maintenant sa poitrine. Sur son pourpoint noir, une croix rouge en forme de fleur de lys, la croix de Santiago. En 1656, il n'avait pas le droit de la porter. Cette croix n'existait pas encore sur sa veste. C'est Carmen Garrido, la restauratrice qui a passé des décennies à étudier techniquement la toile, qui a confirmé ce que les historiens soupçonnaient. Au rayon X, la croix apparaît ajoutée après coup. Elle n'a pas été peinte en même temps que le pourpoint. Selon la légende rapportée par Palomino, c'est Philippe the Fourth lui-même qui l'aurait ajoutée après la disparition du peintre. Mais Jonathan Brown, l'un des grands spécialistes du tableau, estime que Velázquez l'a peinte lui-même, transformant la toile en manifeste visuel, en preuve définitive de son droit à exister parmi les nobles. Il s'est invité à la table royale et il a signé sa propre anoblissement avec son propre pinceau. Les clés qui pendent à sa ceinture ne sont pas non plus un détail secondaire. Ce sont des clés de sa fonction d'aposentador mayor, le grand chambellan du palais. Symboliquement, elles disent « Celui qui ouvre et ferme les portes de ce palais, c'est moi ». Et dans ce tableau, c'est aussi lui qui contrôle ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et maintenant, le cœur du tableau. Ce pourquoi des historiens se battent depuis 370 ans. Sur le mur du fond, entre les grandes toiles sombres, un petit rectangle lumineux, un miroir. À l'intérieur, 2 visages pâles, Philippe the Fourth et Marianne d'Autriche. Voilà l'énigme centrale, notre trophée. Ce miroir reflète-t-il les rois qui se tiendraient réellement dans l'embrasure de la porte, devant la toile, là où nous sommes, là où vous êtes, et que Velázquez serait en train de peindre? Ou bien reflète-t-il la face invisible de la grande toile sur laquelle travaille le peintre, sur laquelle il aurait déjà peint leur portrait? Ces 2 lectures sont incompatibles. Et elles mènent à 2 univers philosophiques opposés. L'interprétation romantique a longtemps prévalu. Les rois sont là, réels, devant nous. Nous occupons leur place. C'est la lecture que Michel Foucault a développée dans Les mots et les choses en 1966, un livre qui a propulsé ce tableau hors de l'histoire de l'art pour en faire un archétype philosophique lu dans les universités du monde entier. Mais Joel Snyder, chercheur en optique et philosophie de l'image, a fait quelque chose d'implacable. Il a calculé. Il a appliqué les lois strictes de la réflexion optique et de la perspective de la Renaissance à chaque élément de la composition. Et ce qu'il a trouvé déplace tout. Le point de fuite de la perspective ne se trouve pas au centre du miroir, comme il devrait l'être si le miroir reflétait le spectateur debout devant lui. Il se trouve à droite du tableau, au niveau du coude de l'huissier José Nieto sur l'escalier du fond. Selon les lois physiques de la réflexion, ce miroir ne peut pas refléter quelqu'un debout, à la place du spectateur. Il reflète nécessairement la face de la grande toile cachée. Autrement dit, selon cette lecture, le roi et la reine que vous voyez dans ce miroir, ce sont leurs portraits déjà peints sur la toile invisible, pas leur corps réel. Mais alors, qu'est-ce que Velázquez est en train de peindre en ce moment? Car les proportions de la toile cachée correspondent à peu près
aux proportions des Ménines elles-mêmes. Serait-il en train de peindre ce tableau-ci? Je n'ai pas de réponse certaine, et c'est précisément ce qui rend ce tableau inépuisable. Il y a un indice supplémentaire que peu de gens connaissent. La seule copie contemporaine des Ménines, peinte par Juan Bautista Martínez del Mazo, le propre gendre de Velázquez, vers la même époque, présente une différence frappante. Le miroir du fond est vide. Aucun reflet de Philippe the Force, aucune Marianne. Ce détail ne prouve pas tout, mais il rend une chose difficile à nier. Le miroir n'est pas un simple accessoire réaliste, c'est une décision. Revenons au mur du fond. De chaque côté de ce miroir, deux immenses tableaux sombres. On les remarque à peine. Velázquez ne plaçait pas ce genre d'image au hasard. Ce sont des copies d'après Rubens et Jordaens, peints par Del Mazo. À gauche, Minerve et Arachné. À droite, Apollon et Pan. Deux mythes. Un seul thème. Des mortels qui ont défié les dieux dans l'art. Arachné, la tisserande, qui rivalisait avec Athéna, changée en araignée pour son arrogance. Marsyas, le musicien, qui défia Apollon, supplicié pour punir sa présomption. Velázquez les a placés exactement au-dessus du miroir portant les portraits royaux. Pour un regardeur érudit du XVIIe siècle, le message était transparent. La peinture est un art divin, et celui qui l'exerce touche aux prérogatives des dieux, pas l'affaire d'un cordonnier ou d'un menuisier. C'est son argument visuel dans le procès qu'il intentait à l'ordre social espagnol. Et il y a une autre proposition, plus risquée. Ángel del Campo y Francés, chercheur en iconologie, a publié une analyse selon laquelle, en reliant certaines têtes des figures principales, Velázquez, l'Infante, les Ménines, les nains, on verrait apparaître une forme proche de la constellation de la couronne boréale, la Corona Borealis, dont la Gema, l'étoile centrale, coïnciderait avec le cœur de Marguerite Thérèse. Ce n'est pas une preuve, c'est une hypothèse, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Depuis 3 siècles, ce tableau pousse les spectateurs à chercher un ordre caché. Et peut-être que c'est là l'intention la plus profonde de Velázquez. Non pas dissimuler une constellation, mais construire une toile si dense que chaque génération y trouvera quelque chose que la précédente avait manqué. Voici ce qu'on ne dit pas assez sur cette toile. Les Habsbourg étaient en train de s'éteindre. Pas métaphoriquement, biologiquement. Les mariages consanguins répétés depuis des générations avaient produit un affaiblissement de la lignée que les médecins de l'époque ne savaient pas nommer. Philippe the Force avait regardé partir sa première femme, Isabelle de France, en 1644. Il avait regardé partir son fils unique, Balthazar Carlos, 16 ans, en 1646. Il s'était remarié avec sa propre nièce, Marianne d'Autriche, qui avait 29 ans de moins que lui. En 1656, Marguerite Thérèse était leur seul enfant survivant. Elle avait 5 ans. La pièce même où se déroule la scène, le Quarto del Principe, les appartements du prince, était celle du fils disparu, une chambre de fantôme reconvertie en atelier. Cette petite fille en robe blanche n'est pas seulement une princesse, c'est le dernier souffle d'une lignée qui se sabordait. Elle partira à 21 ans, épuisée par des grossesses successives imposées par les nécessités dynastiques. Dans le miroir du fond, les visages de Philippe the Force et Marianne sont pâles, presque immatériels, déjà des ombres. Et pourtant, 370 ans plus tard, l'empire des Habsbourg espagnols n'existe plus. Philippe the Force n'est qu'une note de bas de page dans les manuels d'histoire. Mais Marguerite Thérèse est là, lumineuse, dans cette robe blanche, au Prado. Et Diego Velázquez se tient à côté d'elle, avec sa croix rouge sur la poitrine, regardant droit vers vous. Le roi est passé, le pinceau est resté. C'est, me semble-t-il, la vraie réponse à la question posée dès le début. Pourquoi s'est-il peint dans ce tableau? Pas par vanité, par certitude. La certitude que celui qui maîtrise le regard maîtrise la mémoire, que le pouvoir sur la perception dure plus longtemps que le pouvoir sur les hommes. Il a déposé cette certitude dans le tableau, et il a attendu. Il reste une chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Cette immense surface de toile retournée à gauche du tableau. On voit les lattes du châssis, le dos de la toile en chanvre grossier. Velázquez a consacré une partie significative de sa composition à peindre le dos d'un tableau. Une surface aveugle, un mur. Qu'y a-t-il de l'autre côté? C'est Carmen Garrido encore, après des années d'analyse au rayon X et à l'infrarouge, qui a mis au jour quelque chose de stupéfiant.
Velázquez a peint les Ménines pratiquement sans repentir, sans correction notable. Pour une toile d'une complexité aussi vertigineuse. 318 cm sur 276. Pas d'esquisse préparatoire connue. Aucune. Il a composé la perspective, les lumières, l'anatomie de chaque figure directement sur ce support immense, en chanvre cousu à la main en 3 bandes. Les métiers à tisser de l'époque ne pouvant pas produire un tissu de 2,76 m de large. La seule vraie correction trouvée concerne son propre visage. Il regardait d'abord vers la droite, vers la princesse. Il a changé d'avis. Il s'est retourné pour regarder droit devant lui. Ce moment de bascule, ce simple changement d'angle, a transformé la signification de toute la composition. Ce qu'il peint derrière ce dos de toile, nous ne le saurons jamais. Velázquez a conçu une porte sans poignée. C'est la pièce du puzzle qu'il a refusé de nous donner. Depuis 1819, le tableau est au Prado, accessible à tout le monde. Quand vous vous tenez devant lui, vous occupez physiquement la place du roi. Les mêmes yeux vous regardent. Velázquez avait calculé tout cela pour un seul spectateur, Philippe de Force, dans son cabinet privé. Il regardait ce tableau tous les jours depuis son bureau, voyant sa fille et les visages fantomatiques dans le miroir. Maintenant, c'est vous. Si Snyder a raison, si le miroir reflète la toile et non le spectateur réel, alors votre reflet n'est nulle part dans ce tableau. Vous êtes là, mais vous n'y êtes pas représenté. La place du roi est vide. Velázquez avait-il prévu cela aussi? La toile attend, toujours.